Ces images montrent les femmes les plus badass du Far West, intrépides, robustes et défiant toutes les règles. Préparez-vous à voir comment elles ont marqué l'histoire et affronté la frontière comme personne d'autre. Joséphine Earp, souvent qualifiée de vagabonde et soupçonnée d'être une prostituée, a vécu une vie pleine de mystères et de réinventions. Avec un charme qui attirait les gens, Josie prospérait dans le changement et laissait une aura d'intrigue partout où elle allait. Née à New York en 1860 sous le nom de Joséphine Sarah Marcuse. Sa vie était un mélange de vérité et des histoires qu'elle inventait. Dès son adolescence, Josie redéfinissait son monde, transformant son humble père boulanger en homme d'affaires riche et son quartier enfumé et bondé en un tableau de confort. Pour Josie, la vraie vie n'était jamais suffisante, alors elle créait une histoire qu'elle voulait vivre. Connue comme la reine des bandits de son époque. Belle star est née Myra Mabel Shirley en 1848, mais sa nature rebelle l'a rapidement distinguée. Elle fréquentait des hors-la-loi, volait des chevaux et s'est bâtie une réputation de femme audacieuse qui jouait selon ses propres règles. Malgré ses manières sauvages, comme monter à califourchon à des vitesses vertigineuses et boire du whisky, elle conservait une allure douce et ne fuyait pas les ennuis. Elle menaçait les hommes qui l'importunaient avec une arme. Armée et intrépide, elle se déclara un jour amie de tout hors-la-loi brave et galant. Sa vie s'est terminée aussi mystérieusement qu'elle avait vécu lorsqu'elle fut assassinée en 1889 dans des circonstances obscures. Née Phoebe Ann Moses, la femme connue sous le nom d'Annie Oakley, est passée de débuts modestes à l'une des tireuses d'élite les plus célèbres du Far West. Son parcours, passant de soutien de sa famille avec son fusil à devenir une star du Far West, l'a finalement amenée à s'installer à Nutley, dans le New Jersey. À seulement 15 ans, son habileté avec une arme lui a valu une victoire sur le tireur Frank Butler lors d'un concours de tir, déclenchant à la fois une romance et un partenariat à vie. Ils se sont mariés et ont fait des tournées ensemble, mais le talent d'Annie a rapidement pris le devant de la scène. Adoptant le nom d'Annie Oakley, elle a émerveillé les foules avec son tir de précision et a gagné le surnom de Little sur Shot de la part de Sitting Bull lui-même pendant son temps avec le spectacle du Far West de Buffalo Bill. Dans ces dernières années, Annie a trouvé la paix à Nutley où elle et Frank ont construit une maison et passé leurs derniers jours, laissant derrière eux un héritage de courage, de compétences et de spectacle. Dr. Susan Anderson, connue sous le nom de Doc Suzy, a brisé des barrières en tant que l'une des premières femmes médecins du Colorado et a servi sa communauté avec un dévouement sans égal pendant près de 5 décennies. Encouragée par son père à suivre ses rêves, elle a étudié la médecine à l'Université du Michigan et a commencé sa carrière à Cripple Creek, Colorado. Malgré le scepticisme initial dû à son sexe, elle a prouvé son habileté en sauvant des vies, comme en empêchant l'amputation inutile du bras d'un mineur. Après avoir déménagé à Frazee, Colorado pour des raisons de santé, elle est devenue une figure appréciée, soignant des patients pendant la pandémie de grippe espagnole de 1918 et aidant les travailleurs blessés lors de la construction des tunnels de Moffett. En tant que médecin et médecin légiste du comté, Doc Suzy a laissé une empreinte indélébile, vivant une vie de service jusqu'à son décès en 1960 à l'âge de 90 ans. Stagecoach Mary Fields était une force contre laquelle les voleurs masculins n'avaient aucune chance. Connue pour son attitude dure, ses vêtements d'homme et ses 2 pistolets, elle est devenue une figure légendaire du Far West, marquant son empreinte en tant que première femme afro-américaine et seulement la 2e femme aux États-Unis à transporter le courrier. Née dans l'esclavage et libérée après la guerre civile, Mary a travaillé comme gardienne de terrain au couvent des Ursulines à Toledo, Ohio, jusqu'à ce qu'un différend la fasse expulser. En 1895, elle a signé un contrat avec le service postal des États-Unis, devenant une porteuse de route étoilée, et son travail consistait à protéger le courrier des voleurs et des bandits, ce qu'elle a fait avec courage, robustesse et aucune tolérance pour les fauteurs de troubles. Buveuse, tireuse rapide et sans peur de la confrontation. Stagecoach Mary est devenue une figure emblématique de résilience et de force dans l'Ouest. Sonora Webster Carvey, née à Waycross, en Géorgie, est devenue l'une des premières femmes à plonger à cheval, une artiste audacieuse qui montait un cheval alors qu'il sautait d'une plateforme haute dans une piscine en dessous. Les chutes variaient de 40 à 60 pieds, et elle maîtrisait elle. Art du plongeon avec précision et compétence. En tant que principale plongeuse de l'équipe de William Doc Carvey,
elle a parcouru le pays, captivant les foules par son audace. Cependant, en 1931, un décollement de la rétine dû à un plongeon mal exécuté l'a laissée aveugle d'un œil. Malgré ce revers, elle a continué à plonger à cheval jusqu'en 1942. Sa vie a inspiré le film Wild Hearts Can't Be Broken, bien qu'elle ait par la suite exprimé sa déception quant à la façon dont son histoire a été dépeinte à l'écran. Née Martha Jane Canry. La vie de Calamity Jane était un mélange de difficultés, de compétences remarquables et d'une bonne dose de légende. Après que sa famille a migré vers l'ouest depuis le Missouri, elle a appris à tirer et à monter lors de leur voyage en train de chariot à travers les plaines du Montana, devenant rapidement une aventurière intrépide. Avec la perte de ses deux parents, elle a occupé divers rôles en travaillant comme cuisinière, fille de salle de danse et suiveuse de camp, survivant aux dures réalités de la vie à la frontière. Ses compétences en tir et en équitation lui ont valu une place auprès du lieutenant Col George Armstrong Custey à Fort Russell, Wyoming. La ruée vers l'or l'a ensuite amenée à Deadwood, dans le Dakota du Sud, où elle transportait des fournitures vers des camps miniers isolés. Malgré des luttes ultérieures avec l'alcool et un comportement qui rendait souvent sa vie chaotique, elle a passé ses dernières années à Deadwood, où elle est morte en 1903. Elle a épousé le légendaire Wild Billy Koch, bien que leur romance supposée reste non prouvée. Marie-Catherine Hornet, mieux connue sous le nom de Kate Fisher, a mené une vie aussi intrigante et complexe que le Far West lui-même. Née dans l'actuelle Slovaquie et immigrée avec sa famille dans l'Ohio. Kate a fait face à des difficultés précoces, y compris la perte de ses parents et un temps passé en famille d'accueil. Elle a finalement fui vers St. Louis, Missouri, avant de se rendre au Texas, où elle a croisé le chemin de l'infâme John Henry Doc Holliday. Leur relation a été durable, Kate restant une figure constante dans la vie de Doc malgré les ambiguïtés entourant leur connexion. De leur mariage prétendu à la déposition ultérieure de Kate contre lui dans une affaire légale, leur lien est resté compliqué mais indéniable. Elle était à ses côtés pendant ses combats contre la tuberculose et a même tenté de le faire évader de prison, affichant une dévotion féroce qui a défini leur partenariat unique. Laura Bullion, connue sous le nom de Wild Bunch. Butch Cassidy et le Sundance Kid ont peut-être dirigé une bande de voleurs quelque peu désorganisée, mais parmi leur équipe se trouvait une femme qui a gagné sa place dans la légende du Far West, Laura Bullion. Née en 1876 dans le Wyoming, elle a utilisé plusieurs alias, dont Della Rose, la Rose du Wild Bunch, Desert Rose et Wild Bunch Rose. Ces noms féminins contrastaient avec son apparence plus masculine et son habitude de porter des vêtements d'homme. Laura, avec son amant Ben Kilpatrick, était membre du Wild Bunch, mais sa carrière criminelle a pris fin lorsqu'elle a été arrêtée à Louis pour son rôle dans le Grand Vol du Nord. Après avoir purgé 3 ans de prison, elle a vécu une vie plus tranquille. Pourtant, en souvenir de son passé notoire, sa pierre tombale porte l'inscription. La rose épineuse, un clin d'œil à son héritage compliqué. Kathie Williams était la première femme afro-américaine à s'engager dans l'armée et elle l'a fait en se déguisant en homme. Bien qu'elle ait été hospitalisée 5 fois, personne n'a jamais découvert son secret. Elle se faisait appeler William Cathay et était jugée apte au service. Après la guerre, elle déménagea au Colorado et se maria, mais son mari lui vola son argent et une équipe de chevaux. Williams fit arrêter son mari. Il y a des rumeurs selon lesquelles elle possédait une maison de pension pendant son séjour dans l'Ouest. Pearl Hart, inspiré par la légende du tir d'élite Annie Oakley, choisit un chemin beaucoup plus sombre en utilisant ses compétences non pas pour le divertissement mais pour une vie de crime. Née au Canada, Hart aurait travaillé comme cuisinière dans une maison de pension ou même dirigé un bordel près d'une mine. Lorsqu'elle se retrouva à court d'argent, elle s'associa avec un homme nommé Joe Booth et ensemble, ils volèrent une diligence. Déguisés en hommes, leur tentative d'évasion échoua lorsqu'ils se perdirent, marquant l'un des derniers vols de diligence enregistrés aux États-Unis. Elle fut arrêtée et condamnée. Après avoir purgé une partie de sa peine, elle tomba enceinte en prison et fut graciée par le gouverneur. À partir de là, son histoire s'estompe dans le mystère, peu de choses étant connues sur sa vie après sa libération. Eleanor Dumont, mieux connue sous le nom de Madame Moustache, était une figure éminente pendant la ruée vers l'or en Californie, connue pour ses compétences de joueuse et d'entrepreneuse.
Bien qu'elle prétendît être française, elle était en réalité créole française de la Nouvelle-Orléans, et son apparence distincte, marquée par une moustache notable, lui valut le surnom qui allait lui coller à la peau. Arrivée en Californie en 1854, elle se fit rapidement un nom en tant que négociante de voitures et ouvrit finalement une salle de jeu prospère appelée 21 à Nevada City, nommée d'après le terme français original pour le blackjack. Son entreprise allait au-delà de la simple gestion de salles de jeu. Elle achetait, reconstruisait et vendait des établissements alors que l'économie locale évoluait avec la ruée vers l'or. Sa stratégie marketing consistait à mettre en avant ses filles dans la ville pendant la journée pour attirer l'attention sur son entreprise. Cependant, malgré son succès, elle fut escroquée de sa fortune par son amant, Jack M.C. Knight, qui la quitta en 1872. En fin de compte, la vie de Dumont se termina tragiquement, retrouvée morte d'une overdose de morphine, soupçonnée d'être un suicide après un pari perdu qu'elle ne pouvait rembourser. Goldie Griffith, née en 1893, était une figure captivante et audacieuse du Far West, notamment en tant que membre du Wild West Show de Buffalo Bill. Initialement engagée comme partie d'un petit groupe de showgirls, elle fut plongée dans le monde du rodéo malgré le fait qu'elle ne savait pas monter au début, mais elle apprit rapidement, et ses compétences lui valurent finalement une réputation. Son parcours ne s'arrêta pas là. Elle passa à la comédie et aux cascades dans des films westerns, consolidant sa place dans l'héritage du Far West. La vie personnelle de Griffith était tout aussi mouvementée. Pendant son temps avec le spectacle, elle épousa Hiram Joseph Sterling, et ensemble, ils eurent un enfant. Cependant, la tragédie a frappé lorsqu'elle a accidentellement tiré sur son mari avec son pistolet de spectacle. Après avoir purgé sa peine en prison, Griffith s'est réinventée. Elle a ensuite travaillé dans l'élevage, possédé des restaurants et même dressé des chiens pour l'effort de guerre. Notamment, elle est devenue la première femme à postuler au département de police de San Francisco, continuant à briser des barrières tout au long de sa vie. Rose Dunn, née en 1878, était une femme remarquable façonnée par les dures réalités du Far West, apprenant à monter à cheval et à tirer grâce à ses deux frères aînés. Dans son adolescence, elle a croisé le chemin de George Bitter Creek Newcomb, un hors-la-loi notoire qui avait fait partie des gangs Dalton et Doolin. Lorsque Newcomb a formé son propre gang, Rose est devenue sa complice dans le crime. En septembre 1893, lorsque Newcomb a été acculé par une bande de marshals américains, Rose est passée à l'action. Elle s'est précipitée à ses côtés avec un fusil Winchester, fournissant une couverture pendant leur fuite. Cependant, leur fuite les a conduits au ranch de Rose, où ses frères, motivés par la prime sur la tête de Newcomb, les ont tous deux abattus de leur selle. Bien que Rose ait survécu, Newcomb a été tué, marquant la fin tragique d'un chapitre tumultueux de sa vie. Les sœurs Chrisman, Harriet, Elizabeth, Lucy et Ruth, capturées dans cette photographie de 1886 près du comté de Custer, dans le Nebraska, faisaient partie des rares chanceuses à avoir vécu ensemble les difficultés de la vie à la frontière. Alors que de nombreuses femmes à la frontière enduraient l'isolement et les défis de l'installation, ces sœurs trouvaient force et compagnie l'une dans l'autre. Comme l'a écrit Edith Dora Cole, une homesteader, dans ses mémoires, Land of the Burnt Tig, ce pari était une dure réalité, mais pour les sœurs Chrisman, leur lien rendait le voyage un peu plus supportable. Alice Hiver, née en Angleterre en 1851, est devenue l'une des figures les plus notables du Far West en tant que joueuse de poker professionnelle, un rôle encore largement dominé par les hommes. Élevée par des parents conservateurs, l'esprit aventurier d'Alice l'a conduite au Colorado, où elle a épousé son premier mari, Frank Duffield. Frank était un joueur de poker passionné, et après sa mort prématurée dans un accident minier, Alice a pris le jeu elle-même, se faisant rapidement un nom dans le monde du jeu. Ses compétences ont porté leurs fruits, et Alice a amassé une fortune en jouant au poker, souvent dans un bar appartenant à Bob Ford, l'homme qui a tué Jesse James. Elle a également apprécié les choses raffinées de la vie, faisant régulièrement des voyages à New York pour acheter les dernières modes de couture avec ses gains. L'esprit aiguisé d'Alice pour le jeu et les affaires l'a rendue assez prospère, mais elle ne reculait pas devant la controverse. Sa vie a été marquée par plusieurs arrestations pour des activités telles que la prostitution, le trafic d'alcool et l'ivresse publique. Malgré sa carrière audacieuse et non conventionnelle, elle avait une règle surprenante.
Alice refusait de jouer au poker le dimanche. Sally Skull était l'une des femmes les plus inoubliables du Far West, connue pour son tir d'élite, son équitation et sa personnalité audacieuse. Née et élevée dans le territoire comanche, elle a appris très tôt à se défendre, avec une légende racontant que sa mère avait coupé les orteils d'un Amérindien après qu'il ait tenté de s'introduire chez elle. Au moment où la famille a déménagé au Texas, Sally était déjà une cavalière expérimentée et une tireuse rapide. Elle a rapidement gagné une réputation de cogirle, combinant ses talents avec une audace qui captivait hommes et femmes. Sally n'était pas seulement connue pour son habileté avec un lasso, mais aussi pour ses relations tumultueuses, ayant été mariée 5 fois. Son implication dans la mort de 2 de ses maris n'a fait qu'ajouter à son mystère. Une histoire raconte qu'elle a tiré sur son mari, choqué, après qu'il lui ait versé de l'eau glacée sur la tête pour la réveiller. Dans un autre cas, un courant de rivière a emporté la vie d'un mari et de son cheval, mais Sally, toujours pratique, ne souhaitait que la récupération de sa boucle de ceinture afin de pouvoir encaisser les $40 qu'elle valait. Pendant la guerre civile, Sally a contribué aux efforts de la Confédération, utilisant sa connaissance de la région pour transporter du coton. Après la guerre, cependant, sa trace se perd, et même sa mort reste un mystère. Si elle était née une décennie plus tard, elle aurait pu devenir une hors-la-loi ou une pionnière célèbre. Mais même ainsi, son héritage en tant que femme intrépide et imprévisible du Far West perdure. Etta Place est l'une des figures les plus mystérieuses du Far West, principalement connue pour son association étroite avec le Sundance Kid et son temps passé avec la notoire bande de Butch Cassidy. Ce qui rend l'histoire d'Etta encore plus fascinante, c'est le fait que très peu de choses sont connues sur sa vie avant ou après son temps avec les hors-la-loi. On croit généralement qu'elle a rencontré Harry Longabaugh, le Sundance Kid, alors qu'elle travaillait comme prostituée, probablement dans l'Utah. Malgré des débuts difficiles, les deux sont devenus profondément dévoués l'un à l'autre, Etta étant la seule femme à être restée avec la bande pendant une période prolongée. Lorsque Butch Cassidy et le Sundance Kid ont fui en Amérique du Sud en 1901, Etta était là avec eux, faisant d'elle la seule femme à rejoindre le couple infâme dans leur évasion internationale. Après son temps avec la bande, les lieux d'Etta deviennent enveloppés de mystères. Il existe de nombreuses théories sur ce qui lui est arrivé, certains suggérant qu'elle a continué une vie de prostituée ou de hors-la-loi. On rapporte qu'elle était à San Francisco en 1907, mais après cela, sa trace s'est perdue. Les estimations concernant sa mort varient de 1922 à 1966, ajoutant au mystère entourant sa vie. En fin de compte, Etta Place reste un symbole de l'intrigue du Far West, une femme dont l'héritage est défini autant par ce qui est inconnu à son sujet que par son association notoire avec 2 des hors-la-loi les plus célèbres de l'histoire. Le nom de Fanny Porter est lié aux légendes du Far West, non pas en tant que participante directe au mode de vie des hors-la-loi, mais en tant que propriétaire de l'un des bordels les plus connus et respectés du Texas. Alors que de nombreuses femmes de la frontière se retrouvaient entraînées dans la prostitution. La carrière de Fanny était marquée par son entreprise, faisant de son bordel l'un des établissements les plus propres, les plus sûrs et les plus sophistiqués de son genre. Commencée à seulement 15 ans, Fanny a rapidement gravi les échelons de la société frontalière, gagnant une réputation pour avoir dirigé un bordel haut de gamme d'ici l'âge de 20 ans. Son établissement n'était pas seulement un lieu de refuge pour les hommes en fuite, mais aussi un centre pour des figures célèbres du Far West qui l'ont fréquenté au fil des ans. Des hors-la-loi et des tireurs, du notoire Kid Curry aux membres de la bande de Butch Cassidy, étaient des habitués de son établissement. Mais l'influence de Fanny allait au-delà du simple commerce. Beaucoup de ses filles sont devenues des amantes et des compagnes de ces figures légendaires. Alors que le Far West s'effaçait dans l'histoire, la notoriété de Fanny s'est également estompée. Certains disent qu'elle a pris sa retraite riche, d'autres qu'elle s'est mariée dans la richesse, ou même qu'elle est retournée en Angleterre pour vivre ses jours dans le confort. Tompkins, connue sous le nom de Dino pour ses compétences au poker, était une femme de richesse et de privilèges qui s'est tournée vers une vie de jeu après la mort de son père, un joueur et éleveur de chevaux prospères. Son habileté aux cartes lui a valu une réputation,
et elle est finalement devenue la compagne de Frank Thurmond, un fugitif accusé de meurtre. Ensemble, ils utilisaient le poker pour soutenir leur vie en fuite. Ils se sont installés à Fort Griffin, où la renommée de Lottie en tant que joueuse de poker a grandi, faisant d'elle le sujet de chansons et d'histoires. Finalement, le couple s'est marié en 1880 et a adopté une vie plus stable, investissant dans des entreprises et devenant des membres influents de leur communauté du Nouveau-Mexique. Frank est devenu vice-président d'une banque et Lottie a cofondé un hôpital, laissant derrière elle un héritage bien au-delà des tables de jeu. Nellie Brown est l'une des rares cowgirls noires connues du Far West, pourtant son nom n'est pas inscrit dans l'histoire, la rendant tout aussi anonyme que d'innombrables autres femmes afro-américaines de l'époque. Malgré cela, Nellie et d'autres femmes noires comme elle ont joué un rôle significatif dans la formation de la frontière américaine. Les femmes noires à la frontière défiaient les normes de leur époque, travaillant comme éleveuses, ouvrières, et même dans des rôles traditionnellement masculins comme la conduite de bétail. Ces femmes, bien que souvent négligées dans l'histoire, étaient vitales pour la survie et la croissance de elle. Bien que le nom de Nellie Brown ne soit peut-être pas connu aujourd'hui, sa présence symbolise la diversité de l'Ouest américain et les contributions significatives des femmes afro-américaines à la formation de la nation. Elizabeth Libby Thompson, connue sous le nom de Skirrel Totalis, était une figure colorée du Far West qui a laissé sa marque à la fois en tant que prostituée et en tant que madame. Active à Dodge City, Kansas, et dans d'autres villes de bétail à la frontière durant les années 1870, elle est devenue notoire pour sa personnalité audacieuse et son sens des affaires. Son rôle le plus significatif est venu lorsqu'elle s'est établie comme la madame d'un bordel à Sweetwater, Texas, où elle a gagné le surnom unique. Alice était souvent photographiée avec son écureuil de compagnie, une image qui ravissait et intriguait ses admirateurs. Cette addition excentrique à sa personnalité, ainsi que son esprit d'entreprise aiguisé, ont fait d'elle une figure bien aimée et quelque peu iconique dans le monde rude et tumultueux de la frontière. Alice s'est taillé une place, transformant son bordel en un établissement bien connu tout en maintenant un niveau d'autonomie rare pour les femmes de cette époque. Opal Crouch Ridgey, née en 1906 dans le comté de Beckham, Oklahoma, était une cavalière de Trickabill qui est devenue une figure éminente dans le circuit des spectacles du Far West. Connue pour ses cascades audacieuses et son lien profond avec ses animaux, Opal a été photographiée en train de monter Bobby le bétail, un croisement de longhorn dressé. Elle a parcouru le pays avec son mari, Monty, et leurs 3 enfants, tous faisant partie de l'acte de Trick Riding. Ensemble, ils ont formé une troupe familiale soudée qui se produisait à travers les États-Unis, apportant des spectacles palpitants de cascades audacieuses à des publics avides d'excitation du Far West. Joella Irwin était l'une des premières stars du circuit de performance du Far West américain au tournant du XXe siècle. Connue pour ses compétences impressionnantes en tant que cowgirl, elle est devenue une figure éminente dans les rodéos et les expositions où elle a montré son talent dans une variété d'événements. Cependant, c'est sa course de relais qui l'a rendue particulièrement célèbre. Dans les courses de relais, les cavaliers changeaient de chevaux en cours de route, un événement palpitant et exigeant qui testait à la fois la vitesse et l'équitation. L'expertise de Joella dans cette compétition rapide lui a valu une place parmi les meilleures performeuses cowgirl de son époque. Son agilité, sa précision et sa conduite intrépide attiraient de grandes foules qui admiraient son habileté et son audace. Les réalisations de Joella Irwin étaient révolutionnaires, ouvrant la voie à d'autres femmes dans le monde du rodéo et des performances. En 1865, Sarah est devenue la première femme amérindienne à travailler comme interprète pour les États-Unis. Armée pendant les guerres indiennes au Nevada. Cependant, elle est rapidement devenue désillusionnée par le traitement injuste et abusif des Amérindiens par les autorités fédérales et les colons blancs. Déterminée à faire entendre la voix de son peuple, Sarah Winmucca est devenue une fervente défenseur des droits des Amérindiens. En 1879, elle a publié son livre dans lequel elle dénonçait les politiques de dépossession des terres et de violence contre les Amérindiens perpétrées par le gouvernement et les colons blancs. En plus de son travail en tant qu'auteure et militante, Sarah a également fondé la première école pour les enfants amérindiens au Nevada, où elle enseignait à la fois les matières académiques et la culture et l'histoire de son peuple. Son dévouement à l'éducation et à la préservation du patrimoine culturel amérindien a laissé un héritage durable jusqu'à ce jour.